Ben, bonjour à vous tous. Moi, je m'appelle Joe Alvarez. Je suis fondateur de Joe Alvarez Coaching, Higher Powered Coaching. Et je me sens très honoré et privilégié d'être parmi vous aujourd'hui et d'avoir reçu l'invitation de faire cette présentation aujourd'hui. Alors, moi, je suis, en tant que ma profession, je suis un coach, un maître coach, où ce que j'ai coaché bien du monde à travers le monde, toutes sortes de monde, des acteurs, des athlètes, des équipes de direction, des adolescents, des vendeurs, du monde qui voulait juste qui veulent juste améliorer leur vie. Alors, c'est ça que je fais et je suis choyé. Je me sens extrêmement choyé d'être invité aujourd'hui puis d'être parmi vous. Il y a un mois et demi environ que Charles m'avait posé la question si je voulais participer dans cet événement-là de l'AOH. Puis, juste pour être tout à fait honnête avec vous, je ne savais pas c'était quoi l'AOH. Et j'ai fait mes recherches. Charles m'a expliqué un peu. Puis pas long après, on avait un appel avec le comité. Puis on avait invité aussi quelques personnes qui ont l'AOH pour que je puisse entendre leurs histoires. Parce que moi, sur le coup, lorsque j'ai appris c'était quoi l'AOH et je me suis posé des questions, comment que je pourrais m'identifier à vous. Parce qu'au fond des fonds, c'est ça que je voulais faire. Je voulais m'identifier quelque part. Puis j'oserais jamais de penser que je sais c'est quoi d'avoir cette maladie-là. Et je voulais absolument trouver une base pour laquelle je pourrais m'identifier à vous, pour laquelle on pourrait s'identifier. Alors, aujourd'hui, juste pour vous donner une idée, c'est quoi l'ordre du jour de cette présentation? Je vais vous parler brièvement de qui suis-je et pourquoi peut-être Charles m'a invité et pourquoi je suis très excité d'être parmi vous aujourd'hui puis de partager mon parcours et de partager mon histoire et de vous partager des clés essentielles pour développer et maintenir un esprit optimal, un état d'esprit optimal. De ma compréhension avec mes recherches, en avoir parlé avec quelques gens qui ont cette maladie-là, j'ai pu comprendre à un certain niveau, ça peut donner quoi en tant qu'état d'esprit, en tant qu'état d'être. Donc, je vais vous parler des 5 clés essentielles que j'utilise moi-même, que je forme tous mes étudiants, que je forme, j'apprends à mes clients aussi. On va regarder aussi les croyances, les fameuses croyances, parce que souvent, c'est les croyances qui font faire en sorte qu'on prend certaines actions ou on ne prend pas certaines actions ou on a un certain état en dedans de nous. Puis, par la suite, après tout ça, guys, on va avoir une opportunité où ce que je vais être capable de vous coacher live. Donc, on va avoir un moment où ce que peu importe quelque sorte de problème que vous avez, je vais vous inviter à amener votre problème sur la table, puis moi, je vais vous coacher live, puis je vais mettre en action live avec vous le mieux que je peux. Alors, ça, c'est l'ordre de cette présentation, mais d'abord et avant tout, je vais vous parler un peu de moi. Oui, ça, c'est moi. Ça, c'est moi lorsque j'avais, je pense que j'avais 3 ans, 4 ans dans cette photo-là, avec un coupe de cheveux vraiment... Moi, encore une fois, mon nom, c'est Joe Alvarez. Moi, j'étais né de 2 parents immigrants. Mon père, c'est un Espagnol. Ma mère vient des Philippines. Puis moi, j'étais né et élevé en Saskatchewan. Donc, ouais, c'est drôle. Et je vais vous dire aussi que le français est ma 4e langue. Donc, ça se peut que des fois, je fais des erreurs dans mon vocabulaire, en conjugaison, avec des mots. Je vais vous dire tout de suite, c'est ma 4e langue. J'ai vécu 20 ans au Québec. Puis c'est une vingtaine d'années mémorables et je m'ennuie de vous autres au Québec aussi. Si vous venez de Québec, ça se peut que vous vous trouvez dans une autre partie ou une autre région dans le monde. Et c'est ça. Donc, j'étais né élevé en Saskatchewan, philippin, espagnol. Puis
Pourquoi je vous raconte ça? C'est parce que d'un jeune âge, pour moi, dans mon expérience à moi, surtout dans les prairies, dans mon cercle d'amis, j'étais la seule personne qui avait un teint de peau un petit peu plus foncé que les autres, hein, mettons. Puis d'un jeune âge, j'avais des genres de feeling d'inconfort. Hein? J'étais différent, j'étais tout seul, j'étais pas comme eux. Hein? Puis pendant des années, j'avais ce sentiment-là en dedans de moi. Il fallait que j'essaie plus, il fallait que je sois plus drôle ou plus comique, ou faire des choses plus extravagantes afin d'être à la hauteur. Hein? Puis je ne sais pas s'il y en a quelques-uns entre vous, si vous avez jamais eu ce sentiment-là de ne pas être à la hauteur. Ouais? Good. On s'identifie. Donc, j'avais peur des gens, bien que souvent, vous ne le verrez pas, à l'extérieur, on dirait que j'étais quand même une personne confiante, avec la confiance, puis, mais en dedans de moi, tellement inconfortable dans ma peau. Puis juste pour vous donner une histoire rapidement, c'est que moi, ces sentiments-là m'ont amené sur un chemin où ce que moi, personnellement, j'ai découvert des substances, l'alcool et la drogue. Puis pour garder une histoire courte, ça m'a amené à une place dans ma vie où ce que j'avais des problèmes avec les substances, avec la toxicomanie puis l'alcoolisme. OK? À part de ça, j'ai eu une enfance pas mal normale, sauf que quelques moments d'abus sexuels que j'ai vécu en tant qu'enfant. Aussi, ça a rajouté sur les sentiments de je peux pas parler de moi, je peux pas m'exprimer, il faut le cacher, il faut pas rien dire. Puis ça, tous ces sentiments-là, lorsque j'ai découvert l'effet de l'alcool et la drogue, tout ça, ça a juste alimenté ce processus-là ou cet effet-là. Puis tout ça pour vous dire que ça, mes problèmes avec la substance, ça m'a amené à un point où ce que j'étais complètement désespéré. Je ne voyais plus de la lumière au bout du tunnel. Physiquement, j'étais complètement cassé, mentalement, émotionnellement, spirituellement, j'étais complètement à terre. Et le 2 octobre 2006, je me suis rendu à l'hôpital en train de mourir. Et la façon que je me suis rendu à l'hôpital, disons que je ne suis pas supposé être devant vous ou parmi vous aujourd'hui, admettons, la façon que je me suis rendu à l'hôpital. Mais l'univers avait d'autres plans pour moi. Hein? Et j'en suis reconnaissant pour ça. So, le 2 octobre, je me suis rendu à l'hôpital. Le 3 octobre 2006, donc le lendemain, j'avais un moment dans ma vie, un moment qui a complètement changé ma vie. Hein? Puis, votre vie aussi est sur le point de changer. Comme la mienne a changé. Puis c'était le 3 octobre 2006. Puis j'étais complètement désespéré, complètement cassé. J'avais brûlé les ponts avec des amis que j'avais, la famille. Puis j'ai fait une prière, une demande, quoi, appelle-le ce que vous voulez, là. Mais j'ai dit, Dieu, univers, peu importe, si tu es là, j'ai besoin d'une autre chance dans la vie. Puis si tu me donnes une autre chance à la vie, il va te servir jusqu'à temps que je quitte mon corps. Et je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé, guys, mais dans ce moment-là, j'ai eu un sentiment que finalement, l'idée de vivre autrement, de me sentir autrement, de croire, d'avoir d'espoir, c'était possible pour un gars comme moi. D'être normal ou d'être extraordinaire même. Une vie extraordinaire était possible pour moi aussi. Et ça se peut que des fois, vous autres, si vous avez la maladie de l'AOH ou
Peut-être vous êtes un conjoint ou conjointe, puis vous voyez votre partenaire qui souffre des crises des fois de temps en temps ou qui ne veut pas sortir parce qu'ils ont peur d'avoir un... Ça se peut que vous vous sentiez désespéré aussi des fois dans certains moments et ça, je le comprends très, très bien. Ça, je le comprends très, très bien. Tu sais. Moi, je souffrais de la toxicomanie puis de l'alcoolisme, mais c'est pas qui je suis. T'sais. Puis ça, je pense que vous compreniez très bien. Hein? L'AOH, c'est pas qui vous êtes, mais c'est plutôt une maladie que vous avez. Et c'était la même chose pour moi. T'sais, c'était la même chose pour moi en tant que toxicomanie, puis l'alcoolisme, c'était la même chose pour moi. Bien, je peux reculer dans ma jeunesse, même comme jeune adulte, j'ai toujours eu, j'ai toujours fait de l'eczéma sur ma peau, partout sur mon corps. Puis, dans mon enfance, adolescence, jeune adulte, je faisais beaucoup de crises d'eczéma aussi, où c'est drôle parce que je lisais sur la maladie d'AOH, hein, puis je lisais des témoignages, puis des histoires, trouver où est-ce que je pourrais m'identifier sur un niveau très fondamental. Puis, moi, où est-ce que je m'identifiais beaucoup, en fait, c'était, je faisais des crises d'eczéma souvent, puis j'avais une face très enflée, des yeux enflés, fermés, des plaques partout sur la peau. Moi, il faisait 35 degrés dehors, puis je portais des chandails manches longues là, parce que j'étais différent. Hein? J'étais différent qu'eux. Je n'étais pas le même qu'eux autres. Puis parce que je n'étais pas le même qu'eux autres, j'étais moins. C'est pas vrai, ça. Ça se peut que peut-être, si je parlais avec une des personnes lorsque j'avais rencontré avec Charles et le comité d'AOH Québec, puis ils me parlaient de leurs histoires, puis bien que la symptomologie de l'AOH, je ne l'ai jamais vécu, mais lorsqu'on se trouvait à un niveau d'identification, qu'est-ce qu'on trouvait? On trouvait la peur, on trouvait l'anxiété, on trouvait de ne pas sentir à la hauteur, une culpabilité, une honte, une frustration, désespoir. Et ça, là, je peux m'identifier à ça, à 100%. So, bref, le 3 octobre 2006, j'ai pris une décision en ce moment-là, hein, que moi, là, je vais essayer de vivre ma vie autrement. Il y a quelque chose de plus que juste ça. Si ma vie était sur le point de changer. Et je le savais avec toutes les fibres dans mon corps, bien que ce n'était pas confortable. J'étais aux soins intensifs, ce n'était pas confortable la façon que je me suis rendu là, mais je savais en dedans de moi là, qu'il y avait une décision à prendre. Et puis cette décision-là, c'est que ma vie va changer dès maintenant. Et pour garder une longue histoire courte, j'ai sorti de l'hôpital, moi j'ai rentré en thérapie, puis pendant que j'ai rentré en thérapie, j'ai appliqué pour un job dans le monde corpo. Puis j'ai eu beaucoup de succès dans le monde corpo. Hein. J'ai beaucoup, et très rapidement. Puis j'étais invité pour travailler pour différentes compagnies. Je gagnais le club du président de plusieurs compagnies, qui c'était quand même une reconnaissance très prestigieuse. Puis, la confiance s'installait. Je commençais à vraiment opérer dans la vie, puis de créer une vie que je souhaitais, jusqu'à temps que la fin de ma carrière en corpo, où il n'y avait plus de passion, il n'y avait plus de drive, il n'y avait plus de flamme, là. Puis, c'était difficile de rentrer au bureau pour moi. Puis, à un moment donné, je suis arrivé au bureau, puis j'allais voir mon boss, puis je dis, écoute, je suis plus capable de faire ça. Il me dit, quoi? Ben, retourne chez vous, reviens demain. Je dis, non, parce que tu comprends pas, je suis plus capable de faire tout ça. Puis de cette journée-là, je savais, il y avait quelque chose de plus pour moi, Il y a quelque chose de plus pour moi. Puis j'ai quitté cette compagnie-là. Puis c'était, sur le papier, là, c'était
une situation parfaite. Là. Je faisais c'est un bon salaire, un très, très bon salaire, des avantages sociaux, du succès, de notoriété dans l'industrie, puis j'étais plus capable. Puis j'ai retourné chez moi pendant quelques mois, puis je me suis commencé à poser des bonnes questions. Qu'est-ce que j'aimerais faire? Surtout dans ma carrière, si je veux passer la plupart du temps dans ma vie professionnelle, qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que je souhaite faire? Qu'est-ce qui me passionne? Qu'est-ce qui me motive? Puis pendant la job, pendant les années de sobriété, moi, j'ai eu le privilège de aider des centaines de gens dans le contexte de l'alcoolisme puis la toxicomanie. Puis j'ai eu le privilège d'être invité à être conférencier dans plusieurs congrès à travers l'Amérique du Nord. Donc, si je pensais, qu'est-ce qui m'allume? Puis, qu'est-ce qui m'allume? C'est lorsque j'aide les gens. Puis, j'ai pensé rapidement que, l'alcool puis la drogue, c'est une symptôme du problème. C'est pas le problème en tant que tel. C'est un symptôme du problème. Bien que ça devienne un gros problème, avec le temps, mais c'est pas vraiment le problème. C'est un symptôme du problème. Puis, il y a bien du monde dans ce monde qui ont un problème, mais qui n'ont pas la même symptomologie. Il y a bien du monde qui ont des croyances qui se limitent, qui ne sont pas assez bons, qui ne sont pas bonnes, qui ne sont pas à la hauteur, qui vivent par la peur, qui vivent par je suis différent, je ne suis pas bon comme eux, je suis séparé d'eux. Il y a plusieurs de gens qui mènent une vie comme ça, mais qui n'ont pas un problème de toxicomanie ou alcoolisme. Donc, je me suis fait il faut que je m'outille, puis il faut que je cherche une boîte d'outils pour aider plus du monde possible. Hein? Parce que dans l'hôpital, c'est ça que j'ai dit. J'ai dit, si tu me donnes une autre chance à la vie, je vais te servir jusqu'à temps que je quitte mon corps. Alors, j'ai été formé pendant des heures, des centaines et 1000 heures pour devenir coach, maître coach et formateur dans la programmation neurolinguistique, entre autres. Alors, ça, c'est mon histoire. Et moi, ma vie a complètement transformé. Peu importe la condition que j'avais, peu importe mon passé, peu importe les circonstances, ma vie a complètement changé. Moi, comme je vous ai dit, je forme, je coach des clients à travers le monde. Je donne des formations, j'ai une vie, physiquement, je me sens bien, ma relation familiale est très bonne, mais j'ai des relations, des amitiés, ma carrière va super bien, j'ai du fun dans ma vie, de surfing, c'est quelque chose de nouveau que je me suis accroché à pour jouer un peu dans ma vie, puis je mène ma vie d'une façon... je crée une vie, la vie que je désire. Peu importe mon historique, peu importe mon passé, peu importe je crée ma vie de la façon. Parce que, et voici la chose, moi là, mesdames et messieurs, je ne suis pas différent que vous autres. On a tous une certaine ressource intérieure insoupçonnée à accéder en dedans de nous-mêmes pour aller créer notre vie de la façon qu'on le souhaite. Est-ce que ça veut dire que la vie est parfaite? Loin d'être parfaite. Est-ce que je vis des bouts de rough dans la vie? 100%. 100%. Okay? Il y a quelques semaines, malheureusement, moi puis ma copine, moi puis ma femme ont vécu une fausse couche, puis c'était une nouvelle expérience pour moi. Je ne l'ai jamais vécu, ça. Puis j'ai encore de sentir les émotions comme résultat de ça, puis c'était un moment très inconfortable pour moi dans mon expérience. Et est-ce que je suis capable de marcher à travers ces émotions négatives? Est-ce que je suis capable de marcher à travers cette situation inconfortable? La réponse est oui, 100%. C'est inconfortable, mais j'ai jamais, c'est toujours à travers l'inconfort, mesdames et messieurs, que j'ai trouvé le confort.
j'aurais jamais touché la liberté que j'ai aujourd'hui sans avoir vécu la souffrance que j'avais vécue à travers les années dans ma vie. Tu sais. So, paradoxalement, tu sais, c'est comme les expériences qui je pensais qui étaient mauvaises, tu sais, puis bien qu'ils étaient inconfortables, m'ont amené à des bonnes expériences, et des expériences de joie, de bonheur, de vrai bonheur, de joie, de liberté, d'inspiration. Tu sais. Puis aujourd'hui, je veux vous partager tu sais, des clés essentielles parce que ça commence ici. Là, hein? Ça commence ici. Puis c'est pas de nier le fait que vous avez une maladie ou vous avez là. C'est pas, moi, je ne suis pas ici pour parler de la maladie en tant que telle. Tu sais. Moi, je suis ici pour parler de notre état d'esprit. C'est la raison pour laquelle tu sais, j'ai coaché des athlètes professionnels. Moi, je ne suis pas là pour lui coacher sur le football. Là. Ça, c'est sa job à lui, le football. Mais lorsqu'il rentre dans un stade contre une équipe qui a perdu 2 fois de suite, puis, tu sais, logiquement, il dit oui, on va gagner, mais en dessous de ça, c'est comme, oh, je sais pas, on a perdu 2 fois de suite contre eux. Là, ça, c'est une incongruence, une incohérence dans l'état d'esprit. Tu sais. J'ai coaché des acteurs, j'ai formé des psychologues en France l'automne passé, des adolescents, parce que moi, je travaille avec l'état d'esprit. Comment est-ce qu'on adopte et crée un état d'esprit optimal afin qu'on peut vivre notre vie pleinement? Ça, je vais vous partager quelques clés essentielles aujourd'hui. Mais tout d'abord, lorsqu'on parle de l'état d'esprit, je veux vous expliquer qu'est-ce qui se passe d'une façon très hyper simple à comprendre. Qu'est-ce qui se passe réellement dans notre esprit d'un moment à l'autre, OK? Dans la programmation neurolinguistique, on a qu'est-ce qu'on appelle un modèle de communication. Un modèle de communication. Comment est-ce qu'on communique avec nous-mêmes, avec les autres, et comment est-ce qu'on utilise le langage de l'esprit afin de programmer notre vie comme qu'on souhaite. Hein? Donc, je vous dis tout de suite, je ne suis pas artiste, hein, donc je vais faire mon mieux. Bon. OK. Vous savez c'est quoi? Ce n'est pas un poulet, ce n'est pas une pomme, c'est une tête, bien sûr. OK, alors, selon le neuroscience, dans un moment ou l'autre, hein, ça c'est un moment, ça c'est un événement. Ici, dans ce moment, ce qu'on parle, que vous m'écoutez, là, je vous parle, c'est un moment, hein, c'est un événement, on s'entend. Mais selon le neuroscience, dans chaque moment, il y a un événement, okay, un événement. Puis dans chaque événement ou chaque moment, il y en a environ 11 millions bits d'informations par seconde dans chaque événement. 11 millions bits par seconde. C'est beaucoup. Puis, c'est quoi ces bits par seconde? C'est quoi cette data-là? Bien, 11 millions de bits. Je vous donne un exemple. Là, vous entendez ma voix, vous m'écoutez, hein? Vous me voyez avec vos yeux. Peut-être vous se parlez en dedans, vous avez comme un dialogue interne qui se passe pendant que je vous parle. Peut-être vous entendez une notification Facebook, courriel, message texte. Peut-être vous entendez le camion dehors qui vient de passer au lieu de chien, un chat qui marche ou promène autour de vous. Peut-être, je ne sais pas, vous goûtez encore le café que vous avez bu ce matin. Peut-être que vous êtes bourré du déjeuner que vous avez mangé. Je ne sais pas, mais il y a plein d'informations qui se passent dans ce moment-là. Beaucoup d'informations. Et il y a 10 ans, il disait qu'au lieu de 11 millions, il y avait environ 2 millions. Mais on se trouve dans un temps où ce que la technologie est très, très présente.
Donc, on a la notification Facebook, Instagram, courriel, LinkedIn, Twitter, en plus de tout ce qui se passe autour de nous autres. Right? So, il y a 11 millions de bits d'informations dans un événement. Vous me suivez? Parmi les 11 millions de bits d'informations par seconde, les êtres humains, on est capable de prendre environ 128 bits par seconde. C'est pas beaucoup, hein? On est capable de consciemment prendre 128 parmi les 11 millions. Juste pour vous donner l'exemple. Admettons que j'avais, je ne sais pas, des cure-dents. Okay. Les cure-dents sont petits, hein? Les cure-dents, une boîte de cure-dents, ça vient avec 200 cure-dents. Mais admettons que j'ai 11 millions de cure-dents que je vous passe à chaque seconde. À chaque seconde. À chaque seconde. 11 millions. 11 millions. 11 millions. Mais vous autres, vous êtes seulement capable de prendre 128. Hein? So, on s'entend qu'il va y avoir des cure-dents partout. Right? Oui. Lorsque le 128 bits rentre, ce qu'on va faire, les êtres humains, là, on va filtrer cette information. Puis ce qu'on va faire, on va tous faire la même chose. On va supprimer de l'information. Okay? On va supprimer de l'information. Ça se peut que vous avez, je ne sais pas, vous avez supprimé le fait que j'ai un microphone ici. Peut-être que vous avez supprimé le fait que je porte une montre. Ou ça se peut que vous avez supprimé comment vos fesses sentent dans votre chaise actuellement ou sur le sofa. Peut-être que vous êtes conscient de ça maintenant. Je viens de l'amener à votre conscience. Right? Mais on va supprimer. Peut-être, je ne sais pas s'il y a quelques-uns d'entre vous que vous avez vécu l'expérience, que vous avez mentionné quelque chose à votre conjoint ou conjointe. Et vous savez que vous l'avez mentionné. Puis il vous dit ou elle vous dit non, tu ne m'as pas dit ça. Ouais. Mais ils ont juste supprimé de l'information que tu as transmise. On va tous distorsionner de l'information. OK? Donc, on va tous distorsionner l'information. Donc, ça veut dire que, je ne sais pas, peut-être on est une centaine qui écoute cette vidéo actuellement. Mais après cette vidéo, cette présentation-là, puis vous retournez vers vos familles respectives ou vos amis, puis vous parlez de la présentation que Joe Alvarez vous a donnée, ça se peut que vous avez différentes versions de cette présentation. Right? On va aussi généraliser l'information. On va généraliser l'information dans le sens que une simple généralisation, c'est lorsque vous, je ne sais pas, admettons que vous s'en va chez votre ami ou chez un collègue ou vous allez à un édifice ou un bâtisse, puis il y a des marches. Hein? Vous n'avez pas besoin de dire « Oh, ça, c'est des marches. OK. Ça, les marches, ce qu'on fait, c'est on monte les marches, on monte une marche à la fois, puis on va monter les... Pas besoin de dire ça. Tu sais, c'est une généralisation. Ce sont des marches, tu les montes. Hein? C'est une porte, peu importe si c'est une porte en bois, c'est une porte en métal, c'est une porte qui tourne comme ça ou qui ouvre comme ça, peu importe, c'est une porte. On généralise la fonction d'une porte, puis merci qu'on fait ça parce que ça garde ça quand même simple. Et les généralisations aussi peuvent nous limiter. Comment? Ça va être tout le temps de même. C'est toujours comme ça. C'est comme ça qu'on a toujours fait, c'est comme ça qu'on va toujours le faire. Tu sais. Je ne sais pas, dans des conditions, surtout dans des environnements, des conditions qui changent, souvent c'est important d'adapter puis d'être flexible. Tous les hommes sont comme ça, toutes les femmes sont comme ça, tous les vendeurs sont comme ça, hein? C'est tout le temps comme ça. So, les généralisations aussi peuvent nous limiter. So, 11 millions de bits, hein? 11 millions de cure-dents. On prend 128 parmi les 11 millions. Puis celui qu'on prenne, on va filtrer cette information. Puis la façon qu'on va filtrer cette information, c'est basé sur quelques éléments, comme les valeurs, les valeurs, qu'est-ce qui est important pour toi, vos mémoires. Right? Souvent, on entend que c'est rendu à 30 ans. On a juste une somme totale de nos mémoires. La question, c'est quelles sont nos mémoires?
Et c'est quoi l'expérience en arrière de ces mémoires-là? Right? So, ça peut venir des croyances. Right? Ce qu'on croit, c'est quoi une croyance? On va en parler un petit peu plus tard. Ça peut filtrer un des éléments ou des filtres, c'est le langage. Right? So, le langage qu'on utilise. Il y a plein d'espèces dans ce monde-là, comme il y a plein de toutes sortes des espèces qui ont une façon de communication, les chiens, les chats, les animaux. Mais la seule espèce qui ont une possibilité de communiquer avec le langage, c'est nous autres, c'est les êtres humains. Nous autres, nous avons le langage. Puis le langage qu'on utilise va impacter grandement notre expérience, comment on va vivre une expérience. En fait, ça va créer notre expérience. Parce que le langage, les mots, c'est ce qu'on utilise pour mettre un label, si vous voulez, pour une étiquette sur une situation, une émotion, une personne, un événement, un sentiment. So, c'est quoi le langage que j'utilise dans mon quotidien, dans un moment à l'autre? Est-ce que c'est le langage qui m'amène vers ce que je veux pas, ou est-ce que c'est un langage qui m'amène vers ce que je veux? So, tout ce processus-là, de supprimer, de distorsionner, puis de généraliser, filtré par ces filtres-là, va créer ce qu'on appelle une représentation interne. OK? So, autrement dit, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir un événement, on va filtrer rapidement, puis là, on va créer une représentation de cet événement à l'intérieur de nous. Donc, on va dire, ça veut dire ça. Ça veut dire ça. Okay? La représentation interne va avoir un impact direct sur notre état. Okay? Sur notre état. Donc, comment qu'on se sent? Est-ce qu'on est désespéré? Est-ce qu'on est triste? Est-ce qu'on a peur? Est-ce qu'on est motivé? Est-ce qu'on est passionné? Est-ce qu'on est reconnaissant à la vie? Est-ce que vous compreniez? La représentation interne, en fait, c'est vos pensées. C'est l'histoire qui se passe en dedans. La façon qu'on représente l'événement ou une situation, la façon qu'on le représente à nous-mêmes. L'histoire qu'on se raconte à nous-mêmes. Filtrée par nos valeurs, nos mémoires, nos croyances, l'attitude, le langage, va affecter notre état, comment je me sens. Notre état va avoir un impact sur notre physiologie. Okay? Notre physiologie, pense-y. Right? Quelqu'un qui n'a pas de confiance, quelqu'un qui est triste, quelqu'un qui est comme... Hein? Pas qu'il se trouve debout de même. Quelqu'un qui a de confiance. Quelqu'un qui est sûr. Quelqu'un qui est motivé. Quelqu'un qui est excité. Quelqu'un qui... La physiologie change. Contrairement aussi, la physiologie peut impacter notre état. Combien d'entre vous ont vécu une expérience où ce que vous étiez en mauvaise humeur, puis vous avez été au gym ou prendre une marche ou aller dehors pour bouger, puis ça a duré combien de temps, votre mauvaise humeur? Moi, je dirais probablement pas longtemps. Probablement, votre humeur a changé assez rapidement. Right? So, de changer notre physiologie aussi peut impacter notre état. L'état, mesdames et messieurs, va impacter directement notre comportement. Comment qu'on se sent affecte comment que je vais me comporter. Puis le comportement impacte ultimement nos résultats. OK? Donc, un événement. On prend seulement une portion de toute l'information qui est là. On prend une portion de ça. On va le filtrer pour créer une représentation interne.
Ça, c'est l'histoire, ça, c'est la façon qu'on va représenter à nous-mêmes la situation. Ça affecte notre état, comment que je sens, qui affecte ma physiologie aussi. Mais l'état va affecter le comportement, puis le comportement va me donner un résultat. Pour assez simple, non? So, qu'arrivera-t-il, disons, qu'arrivera-t-il si j'ai une croyance qui me dit je suis différent qu'eux et parce que je suis différent, je ne suis pas aussi bon qu'eux ou je ne suis pas à la hauteur comme eux autres. Okay? Je vous dis, guys, moi je dirais 99% de mes clients. Et puis des clients que si vous le regardez de l'extérieur ont l'air comme, pas parfaite, mais comme sur la coche. Mais des PDG, des compagnies, des entreprises de 1000, 2000 personnes que j'ai coachées, toutes sortes de monde. 99%, je dirais, et je laisse le 1% juste pour l'argumentation, mais 99% ont de quelque sorte une croyance de imposteur, que je ne suis pas à la hauteur, je ne suis pas bon, etc. Mais qu'arrivera-t-il si j'ai cette croyance-là, que je ne suis pas bon ou je ne suis pas assez, disons. Mais si j'ai cette croyance-là, même si, parce que ça, c'est le monde. Ici, là, le 11 millions de bits, ça, c'est le monde, right? Ça, c'est le monde. Ça, c'est ma carte du monde. Ça, c'est le monde. Ça, c'est ma carte du monde. Mais admettons là, que j'ai une croyance qui dit je ne suis pas assez, je ne suis pas bon, je ne suis pas assez. Même si le monde me démontre maintes à maintes fois que oui, Joe, tu es assez bon. Oui, Joe, tu peux le faire. Oui, Joe, tu es bon. Même si le monde me démontre ça, il y a des amis qui me disent ça, j'ai toutes sortes de preuves que je suis assez bon. Mais si j'ai une croyance qui me dit je ne suis pas assez, moi, consciemment ou inconsciemment, je vais aller sélectionner les 128 bits parmi les 11 millions qui vont supporter ma croyance. Hein? Je vais chercher consciemment ou inconsciemment les 128 bits de toute l'information, les 128 bits qui vont supporter ma croyance. Alors, est-ce qu'on peut changer les 128 bits avec lesquels on va aller chercher dans les 11 millions de bits? 100%. Comment? En changeant certaines choses comme, certains éléments comme les croyances, le langage que j'utilise. Ouais. J'espère que j'ose espérer que vous compreniez ça. C'est quand même très simple. Okay? So, sachant tout ça, qu'est-ce qu'on fait avec? Là, je vous ai promis que je vais vous partager 5 clés essentielles. Des clés, et c'est plutôt des modes d'opération ou des études, des façons d'optimiser ou d'adopter ou de pratiquer ou évoluer afin d'avoir un état d'esprit optimal. OK? So, la première chose que je vais vous introduire, voici le modèle de communication. Si on a un événement, le COVID-19, vous voyez une photo sur Facebook, une perte d'emploi, c'est toutes sortes d'événements, right? On va chercher parmi les 11 millions de bits d'informations par seconde, les 128 bits. On va supprimer, distorsionner, généraliser. Puis ça, c'est basé sur nos valeurs, croyances, nos mémoires, métaprogrammes, c'est une file que je n'ai pas mis, métaprogramme, les décisions ou croyances, le langage, les attitudes. Puis ça crée une représentation interne. Les représentations internes affectent notre état, qui affecte notre physiologie, puis notre état affecte le comportement. Puis dans ce cas-là, peut-être le COVID-19, selon ta représentation interne, right? Selon ta carte du monde, peut-être quelque chose comme le COVID-19 crée l'unité, ou peut-être le contraire. Peut-être de voir une photo sur Facebook,
de commenter ou de liker la photo, puis de dire bravo, ça c'est une belle photo, ou peut-être vous le jugez le photo, peu importe, dépendamment où ce que, comment quelle est votre représentation interne. Peut-être une perte d'emploi, peut-être c'est OK. Maintenant, c'est le comportement, dépendamment de votre représentation interne, votre état. Peut-être c'est le temps de partir ce business que je veux partir, right? So, ça, c'est le modèle de communication. Le premier principe que je veux vous introduire par rapport à adopter puis optimiser votre état d'esprit, c'est une question de cause et effet. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette équation-là. Cause est plus grande qu'effet ou cause un effet. Cause un effet. Okay? La plupart des gens, ils opèrent dans leur vie dans l'effet de la cause de quelqu'un d'autre. Okay? Ce que je veux dire par ça, c'est que lorsqu'on opère dans l'effet, c'est comme je ne peux pas être heureux parce que lui, parce qu'elle, parce que le gouvernement, parce que ci, parce que ça. OK? Je ne peux pas avoir ce que je veux, je ne peux pas mener une vie ce que je souhaite, je ne peux pas parce que l'effet de quelqu'un d'autre. Okay? Puis c'est là qu'on va trouver des raisons ou des excuses. Sur la côté C, la cause, lorsque je suis la cause de mes effets, c'est là que je trouve des résultats. Okay? Juste pour vous donner un exemple. C'est un exemple de... moi, j'avais une agence d'immeuble qui m'est venue voir à un moment donné pour faire du coaching. Il est rentré dans mon bureau. Je dis, pourquoi tu es ici? Il dit, moi, je veux augmenter mes ventes. Hein? Je veux augmenter mes ventes. Je dis, parfait. Ma question en tant que coach, c'est pourquoi il ne l'a pas fait déjà? Donc, je lui ai posé la question. Puis, ensuite, il m'a expliqué, Joe, le marché n'est pas bon, les taux d'intérêt, les banques, la compétition est féroce. On a toutes sortes de raisons. Je dis, OK, parfait. On a fait du coaching, un package de genre 8 à 10 semaines. Puis, je vous dis, dans à peu près 2 mois et demi, plus vers 3 mois, il a quasiment doublé ses ventes. Vraie histoire. OK? Quasiment 3 mois, on va dire 3 mois. Il a quasiment doublé ses ventes. OK? Attends-moi. Donc, 2 mois après ou 3 mois après, il y a un autre agent d'immeuble qui vient me voir. OK? Il vient me voir, puis je suis là, je suis comme, pourquoi t'es ici? Il dit, bon, Joe, je veux augmenter mes ventes. Je dis, ah, OK, parfait. Il venait de la même compagnie, l'autre personne que j'ai coaché, le premier agent d'immeuble. Il vient me voir et je veux augmenter mes ventes. Je dis, OK, ma question, pourquoi il ne l'a pas déjà? Là, il m'explique. L'industrie, le marché, les taux d'intérêt, les banques, la compétition. Il me donne quasiment un copie-coller des mêmes raisons pour lesquelles il n'était pas capable d'avoir le succès qu'il voulait, qu'il souhaitait. Je dis, intéressant. Puis après 2-3 mois de coaching avec lui, il a fait la même chose. Il a doublé ses ventes. So, si la question, c'est comme, voici 2 personnes dans la même industrie, même situation, même condition, mais il y a un qui a le succès, puis il y a l'autre qui n'a pas de succès. Il n'a pas ses résultats. Mais autrement dit, le premier agent d'immeuble, il était en cause de sa vie. Il causait ses effets. Tandis que l'autre était à l'effet de... Ses résultats dépendaient sur le reste du monde, dans le fond. Puis voici le problème avec ça. Si cette bouteille d'eau-là, admettons l'eau là-dedans, là, c'est mon bonheur, ma joie, ma liberté, ma sécurité, mon ambition, mon estime de moi-même. Mais admettons que c'est tout dans cette bouteille-là, OK? Ben, qu'arrivera-t-il là? Ben, le moment où ce que je mets ça dans vos mains à vous, hein? Puis, j'ose espérer que vous êtes du beau monde et que vous êtes
gentil, sympathique et que vous... Si je vous donne ma liberté, mon joie, mon bonheur, juste pour l'obtenir, pour moi, ça se peut que vous prenez soin de ça. Ou ça se peut qu'à un moment donné, parce que vous êtes un être humain tout comme moi, vous laisse traîner ma beauté, ma joie, mon bonheur. Peut-être vous l'échapper, mon bonheur, ma liberté, ma joie. Vous comprenez, hein? Le moment que je mets ça dans vos mains à vous, je suis faite. Pourquoi? Parce que je ne peux pas vous contrôler. Je ne peux pas contrôler comment vous pensez. Je ne peux pas contrôler comment vous agissez. Right? Je ne peux pas contrôler le monde. Qu'est-ce que je peux contrôler? Ma carte de mon monde. Ma représentation interne. Sur moi, ma joie, mon bonheur, ma liberté, tout d'abord, ça vient en dedans de moi. Okay? Je suis la cause de mes effets. Lorsque je suis à l'effet de la cause d'autres personnes, je suis faite. Right? So, autrement dit, c'est une question aussi de se responsabiliser de moi-même. Right? Je vous ai parlé, on a vécu une fausse couche il y a 2 semaines, puis j'étais encore en train de vivre les émotions de ça. Puis on a passé le week-end ensemble, j'étais là pour supporter ma femme, puis elle était là pour moi, on était là pour nous deux, right? Et lundi matin, là, il fallait que je donne, je pense que c'est lundi matin ou mardi matin après la fin de semaine, il fallait que je donne une présentation à une compagnie qui veulent une formation pour tous ses employés. Puis c'était tous les autres dirigeants de la compagnie qu'il fallait que je présente. Puis j'avais une fin de semaine je ne tombais pas beaucoup. Puis, et pourquoi je vous raconte cette histoire ou cet exemple-là? C'est parce que j'aurais pu dire pourquoi moi, nanana, puis m'apitoyer. Puis bien que j'étais triste, et c'est normal, right? C'est normal, surtout de vivre un événement comme ça. C'est tout à fait normal de se sentir triste. Et le moment où je rentrais dans l'édifice de cette compagnie-là, il fallait que je décide, que je prends la décision de me focusser, de me mettre dans un état pendant 1h30. Puis je suis content de vous rapporter que cette compagnie on était en accord avec ma présentation, puis ils veulent que je commence à former ces gens, parce que j'étais capable de décider dans ce moment d'être en contrôle de mon esprit, de mon état d'esprit, d'être la cause de mes effets. Puis après ça, je pense que cette même soirée-là, j'ai eu le temps à brailler, puis d'être frustré au fait qu'on a eu une fausse couche, et de me ramener le lendemain, d'être en cause. Je me rappelle, je donnais une formation à Melbourne, en Australie. Puis j'expliquais, est-ce que j'expliquais le principe d'être responsable de tout ce qui se passe dans ma vie, de se responsabiliser. Okay? Ça, c'est pas... Écoute-moi bien, c'est pas une question de se blâmer ou de se taper sa tête, les expériences mauvaises qu'on a eues. Non, c'est pas une question de se blâmer ou se taper sa tête, c'est une question de responsabiliser, de dire, OK, parce que si mes résultats sont dans vos mains à vous, je suis faite, je ne peux pas vous contrôler, mais lorsque les résultats sont dans mes mains à moi, je peux faire quelque chose. Ça, je suis en Melbourne, je donne un exemple, là, j'explique de se responsabiliser de tout ce qui se passe dans notre vie, puis c'est un choix, c'est un choix. Et il y a à peu près, je ne sais pas, plein de monde dans la salle. Puis je vois la madame qui est à ma droite ici, pendant que je garde la salle, elle est à ma droite, puis elle n'est pas contente, la madame. Elle n'est pas contente, puis je le vois, sa physiologie, puis elle est fâchée. Puis je dis, est-ce qu'il y a des questions? Puis là, elle lève la main, elle dit, oui, moi j'ai une question. Je dis, OK, madame, vas-y. Je dis, étais-tu en train de me dire que je suis responsable pour ce qui m'a été arrivé à 5 ans ou 6 ans? On parlait de l'abus, évidemment, puis j'ai dit, non, je ne suis pas en train de dire que tu es responsable pour ça. Mais qu'est-ce que je suis en train de dire, c'est que je vois une femme de 39 ans qui est en train de toujours vivre à l'effet de quelque chose qui est arrivé il y a 34 ans. Elle était complètement pâle, là.
Elle dit, OK. Puis elle me vient me voir durant la pause, puis elle me dit, Joe, je t'aurais payé juste pour ça. T'sais. Puis je suis content de vous dire que cette femme-là explose sa vie, puis a une vie extraordinaire, puis est complètement libérée de ces boulets-là qu'elle traînait pendant des années. Et c'est pour ça que je fais ce que je fais. T'sais. J'ai vu que la même chose que la madame. T'sais. So, est-ce que je cause mes effets dans la vie ou est-ce que je suis à l'effet de la cause de quelqu'un d'autre? Une question pour que vous vous posez. Le prochain principe, je vais vous expliquer, c'est la perception égale la projection. La perception égale la projection. Qu'est-ce que je veux dire par ça? Ben, c'est ma perception que j'ai en dedans de moi, je vais voir à l'extérieur, je vais voir dans ma vie. Je vous explique. Moi, lorsque j'ai acheté mon char, ma voiture que j'ai actuellement, le modèle char que j'ai, le modèle de voiture que j'ai, okay, lorsque j'étais au concessionnaire, puis j'ai pris la décision que moi, je deviens ce type ou ce modèle de voiture, je deviens le propriétaire de ce type de voiture, ce modèle de voiture. Je vous dis, guys, le moment que j'ai débarqué le stationnement du concessionnaire cette journée-là, je voyais le modèle de cette voiture partout pendant les prochaines 2 semaines, comparativement qu'auparavant, je ne le voyais pas quasiment nulle part. Mais le moment que j'ai décidé que, ouais, j'achète cette voiture-là, je le voyais partout. Hein? Les femmes, peut-être que vous me comprenez, ces souliers-là que vous avez achetés, hein? Oh, wow, ces souliers, hein? Puis là, j'ai vu comme 5 femmes qui ont les mêmes paires de souliers ou même sacoches. Right? Je sais, c'est la même chose. Il y a 2 mois, lorsque je commençais à être excité d'être papa, tout ce que je voyais partout, mais 128 bits, hein? C'était les papas avec leurs fils ou avec leurs filles, le linge d'enfant, je voyais des annonces de télé. Si je vois les bébés là-dessus que auparavant je ne portais pas attention à. So, ma perception, c'est ce que je vais voir ou projeter dans ma vie. Okay? Si j'avais un projecteur, vous savez c'est quoi un projecteur? Puis je branche le projecteur puis je le projette sur un écran. Mais aucun ordinateur branché dans le projecteur. Okay? Juste le projecteur. Si j'allume, qu'est-ce que vous verrez sur l'écran? Vous allez voir comme une lumière bleue avec comme un petit symbole de la compagnie de projecteur. Jusqu'à temps que je branche mon ordinateur dans le projecteur. Puis là, je vais voir sur l'écran, je vais projeter sur mon écran qu'est-ce qu'il y a sur mon ordinateur. La question reste toujours, qu'est-ce qu'il y a sur ton ordinateur? Right? So, ma perception va toujours projeter sur l'écran de ma vie qu'est-ce que je vois. Donc, pose-toi toujours la question, c'est quoi ma projection en rentrant dans cette situation-là? Parce que ma perception va projeter ce que je vois sur l'écran de ma vie. Il n'y a pas d'échec, il y a juste du feedback. L'échec, c'est juste un mot. Excuse l'anglicisme du feedback, on pourrait dire autrement les apprentissages ou les leçons. Okay? Il n'y a pas d'échec en tant que tel. L'échec, c'est un mot avec lequel on donne une équivalence ou on donne une certaine définition, mais c'est un mot. Hein? Puis l'équivalence du mot échec, souvent pour plusieurs, veut dire je ne suis pas bon. Hein? Mais moi, la façon que j'apprends dans ma vie, ce n'est pas une question d'échec, mais c'est une question du feedback que je reçois, la leçon que je reçois, l'apprentissage que je reçois dans cette situation afin que je puisse m'ajuster, m'aiguiser, m'évoluer, d'apprendre, grandir, afin que j'atteigne ou je réalise mon résultat, mon but, mon objectif, quoi que ce soit. Okay? Mais il n'y a pas d'échec, guys. C'est juste du feedback. Right? C'est juste du feedback, c'est juste des leçons, c'est juste des apprentissages. Essayez d'adopter ça dans votre vie. Peut-être qu'il y en a quelques-uns d'entre vous qui le font déjà.
inconsciemment. Mais j'aimerais c'est que vous partez attention ou intention à ça, tu sais. Juste parce que vous n'avez pas réussi à quelque chose, ça ne veut pas dire... Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, tu sais? Porte attention à c'est ça, l'équivalence de « Ah, parce que j'ai échoué », ça veut dire quoi? Non, non. Ça veut juste dire que vous avez eu des apprentissages et des leçons. Vous me comprenez? Ayez un peu de flexibilité, tu sais. La flexibilité, je trouve que, tu sais, dans mon expérience, puis dans plusieurs mondes que je coachais, puis je formais, tu sais, d'avoir une certaine flexibilité. Donc, de savoir, au lieu d'être rigide à la vie, au lieu d'être résistant à la vie. Si j'avais un mentor qui me disait à un moment donné, tu sais, la souffrance, Joe, débute avec la résistance. La souffrance débute avec la résistance. Tu sais, lorsque je résiste, on l'entend souvent l'expression « ce que je résiste persiste ». Hein? So, ayez un peu de flexibilité, d'être malléable, d'être capable de tourner, de pivoter, de changer de direction, de changer de façon, au lieu d'être « non, il faut que ça soit comme ça ». Right? Ouvrir l'esprit un peu, ayez un peu de flexibilité, soyez malléable, surtout avec notre environnement qui change tout le temps actuellement, right? Ayez un peu de flexibilité. Je vous dis, ça va vous amener loin, surtout dans votre état, comment vous vous sentiez. Hein? Souvent, lorsqu'on est dans la résistance, c'est pas le fun, tu sais. C'est pas le fun. So, ayez un peu de flexibilité. Right? So, c'est ça. Souvent, lorsqu'on est focusé sur un objectif, on est focusé sur ce qu'on veut, souvent, on va se mettre dans une vision de tunnel comme ça. Hein? Mais regardez comme, je vous invite de le faire comme ça avec vos mains. Des fois, ça prend quelques secondes pour le faire. Mais si vous regardez là, la vie à travers une lentille comme ça, juste gros de même, hein? C'est qu'on manque beaucoup de vision, right? Tandis que d'ouvrir notre vision. Parce que souvent, c'est ça ici, ou cette expérience là-bas, qui fait en sorte que j'arrive par là. Vous comprenez? Ayez la flexibilité. Puis, je veux vous parler un peu des décisions limitatives et les croyances. Puis, c'est nos croyances, ou c'est quoi une croyance d'abord, right? Une croyance, comme selon un auteur préféré que j'ai, une croyance, c'est juste un pensée qu'on pense tout le temps. So, une croyance, c'est une pensée qu'on pense tout le temps. Ou c'est une vérité, c'est une perception d'une vérité, right? So, mais d'où viennent nos croyances? Nos croyances viennent souvent surtout d'un jeune âge, right? Surtout de comment c'était dans la famille, comment c'était sur la rue avec nos amitiés qu'on avait dans le quartier. Nos croyances, on a adopté des croyances à l'école, dans l'église, si vous avez fait partie des organismes religieux, du média, hein, de la télévision, le cinéma. Les croyances viennent aussi de nos, je pense que je l'ai dit, de nos amis, la famille. So, les croyances viennent de notre expérience, right? Puis souvent ou des fois, moi, dans ma vie, j'ai découvert que j'ai opéré sur des croyances qui n'étaient pas vraiment des faits, puis ces croyances-là n'étaient même pas les miennes. Right? Peut-être que vous pouvez identifier un peu là-dessus. Mais je vais vous donner un exemple. Il y a une différence entre une croyance et une réalité. Hein? Ou une vérité, ce que je veux dire. Une croyance ou une vérité. Une vérité, c'est plutôt c'est comme une assumption généralisée, si je peux dire ça comme ça. Comme la croyance que est-ce que le soleil va se lever demain matin? Je pense que c'est tout à fait safe pour dire oui. Qu'arrivera-t-il s'il y a des nuages? C'est très nuageux demain. Est-ce que le soleil va se lever demain matin? Oui.
Oui. La Terre, planète Terre, est-tu ronde? Plein d'évidences qui démontrent que oui, effectivement, la Terre est ronde. Right? Mais la croyance de... OK, puis je vais vous juste cadrer un peu avant que je vous parle de cette expérience-là. S'il y a des enfants, peut-être juste mettez vos écouteurs, OK? Mais à un moment donné, je me rappelle, j'avais 8 ans, puis on était en Californie pour Noël, tu sais, puis j'avais peur en tant qu'enfant. C'était comme, maman, comment est-ce que Papa Noël va savoir que on est en Californie? Puis elle me regarde, tout tranquillement, elle me dit, Papa Noël, c'est tout. T'inquiète, Joe. Elle dit, OK, merci. Puis le lendemain, le 25, le matin du 25, je me lève le matin, puis je cours vers le sabbat de Noël, puis je pogne mon cadeau, puis je regarde mon cadeau, puis je dis, oh non. Ça, là, cette écriture-là, je sais c'est à qui cette écriture. Ça, c'est l'écriture de maman. Puis je le savais tout de suite, tu sais. Puis est-ce que j'étais triste, déçu? Oui, comme pour un enfant pendant peut-être 1 heure. Mais il y avait un moment où j'ai décidé, cette croyance-là est plus valable pour moi. Puis moi, je crois dans l'esprit de Noël, mais d'un bonhomme, un gros bonhomme qui descend dans la cheminée, que je lui donne des biscuits puis du lait. Non, à ce moment-là, j'avais plus besoin de cette croyance. Et j'ai jamais réadopté la croyance, comprenez-vous? J'ai jamais, comme à 20 ans, réadopté la croyance que ça, c'était ma vérité, qu'il y avait à avoir un bonhomme qui descend dans la cheminée. Vous comprenez ce que je veux dire? J'utilise un exemple très, très simple. Et si on le compare à d'autres croyances qu'on a, tu sais? So, la question, c'est comment challenger ou contester vos croyances. Vous avez déjà entendu l'histoire de la madame qui fait une rôtie de porc, right? So, maman, sa fille est là, la fille puis maman sont là, c'est comme l'action de grâce, puis maman fait une rôtie de porc, puis sa fille se rend compte que maman, avant de mettre le morceau de viande, là, le rôti de porc dans le pot, elle coupe le bout du rôti de porc, puis elle met ça dans le pot, puis elle met ça dans le poêle. Puis, elle dit, maman, pourquoi tu as coupé le bout du viande? Je t'ai vu faire ça à chaque année, mais pourquoi tu coupes le bout de le rôti de porc avant de le mettre dans le pot, avant de le mettre dans le four? Puis, elle dit, je sais pas, c'est maman qui a fait ça. Donc, il appelle grand-maman. Puis, il demande grand-maman, pourquoi qu'on fait ça? Pourquoi on coupe le bout du rôti de porc avant de le mettre dans le pot, avant de le mettre dans le four? Pourquoi qu'on fait ça? Puis, elle dit, c'est une très bonne question. Ma mère faisait ça. So, arrière-grand-maman est encore vivante, puis il appelle arrière-grand-maman, puis il dit, mais pourquoi qu'on fait ça? Pourquoi qu'on coupe le bout du rôti de porc avant de le mettre dans le pot, avant de le mettre dans le four? Puis là, elle rigole, tu sais, puis elle dit, ah, mes filles, c'est parce qu'à mon époque, là, les pots qu'on utilisait étaient trop petits pour rentrer un morceau de viande au complet, donc il fallait couper le bout pour que ça rentrait tout dans le pot, tu sais. So, souvent, on fait des choses, on en perd dans les croyances, des histoires, des représentations internes, des croyances. On en perd où on mène notre vie sur des croyances comme c'était la réalité, mais on ne prend jamais le temps de contester la croyance, surtout une croyance qui te limite, surtout une croyance qui te fait sentir pas bien, surtout une croyance qui te sert pas. Sur moi, ce que je voulais vous enseigner comment faire ou juste vous donner quelques points, comment contester une croyance, comment challenger une croyance. Puis la première chose, c'est quelle est la croyance? Pensez-y. Right? Puis si vous avez besoin de prendre quelques moments pour penser des croyances dans votre vie qui ne vous servent pas ou qui ne vous amènent pas vers ce que vous voulez, prends stock, prends l'inventaire de vos croyances. La deuxième chose, c'est que demande si cette croyance me fait ressentir comment. Cette croyance me fait ressentir comment? Est-ce que cette croyance me fait sentir bien, heureux, confiant, libre, joyeux ou le contraire? Puis par la suite, quel est le mensonge choisi à me raconter qui me fait sentir ceci?
Très bonne question. Si souvent, gars, je le dis souvent, si on veut améliorer notre qualité de vie, il faut commencer par améliorer notre qualité de question. Right? So, quel est le mensonge que je choisis à me raconter qui me fait sentir ceci? La croyance est-elle un fait ou une croyance? Hein? Est-ce que c'est comme le soleil qui se lève le matin ou est-ce que c'est une croyance? Y a-t-il des exceptions à cette croyance? OK? Est-ce qu'il y a des exceptions? Est-ce qu'il y a du monde qui sont comme moi, mais qui vit autrement que la croyance que j'ai? Oui, c'est vrai. Oh, Julie, oui. Oh, Serge, oui. OK, il y a des exceptions à cette croyance-là. Donc, ça veut dire que ce n'est pas un fait, c'est une croyance. Et quel est le prix de garder cette croyance? Quel est le prix? Ça me coûte quoi de garder la croyance dans ma vie? Et sont quoi mes nouvelles croyances? Vous pouvez décider sur les croyances que vous voulez adopter ou non. Une chose est claire, lorsque vous adoptez ou lorsque vous découvrez une croyance qui te limite, qui ne te sert pas, puis vous décidez d'adopter une nouvelle croyance, ben, votre vie est sur le point de changer. Right? Ça, c'est l'empowerment. D'ailleurs, une certaine puissance dans notre vie. L'empowerment est un anglicisme qu'on dit souvent, tu sais, mais vraiment, cette ressource intérieure insoupçonnée que je vous ai parlé au début, on l'a tous. Pas juste moi, là. On l'a tous. Okay? So, de challenger vos croyances, contester vos croyances, puis prendre une décision avec quelle croyance est-ce que j'aimerais adopter dans ma vie. Good? Ça, c'est la croyance. La dernière chose que je veux vous laisser avec, c'est que je fais souvent avec mes clients, c'est que l'important de débuter votre journée est très important. Là, débuter votre journée avec une représentation interne optimale, tu sais, pour les hautes performances, pour pas juste performer, mais pour créer des résultats, peu importe c'est quoi les résultats, financiers, état d'esprit, comment vous sentez physiquement, relationnel. Débutez votre journée de cette façon-là. Puis là, je vais vous partager quelques questions. C'est pas sur le diapo. Donc, si vous voulez les écrire, je vous invite de le faire tout de suite. Mais moi, ça, c'est une discipline que je fais à chaque journée. Puis je forme et j'enseigne à mes clients puis mes étudiants de faire la même chose. Parce que de débuter votre journée dans un certain état d'esprit, surtout un état d'esprit positif, un état d'esprit d'espoir, un état d'esprit d'être en cause de vos effets, c'est surtout mieux de commencer ou débuter la journée avec le contraire. N'est-ce pas? Right. So, voici ce que je fais. Moi, personnellement, le matin, quand je me lève, j'ai un rituel. Je vais faire pipi, je pars le café, puis je rentre dans mon bureau où je m'assois dans le silence. Ça, c'est pas besoin de dire que vous avez besoin de faire ça, mais moi, j'ai une pratique de méditation, de s'asseoir dans le silence, de calmer mon esprit. Par la suite, je vais sortir un genre de mon livre avec lequel je me pose les questions suivantes à chaque matin. 1. C'est quoi mon message pour moi aujourd'hui? Je répète, c'est quoi mon message pour moi aujourd'hui? 2. Une chose que j'ai hâte à faire aujourd'hui. Hein? Une chose que j'ai hâte à faire aujourd'hui. Hein? Ça donne un feeling, un sentiment d'excitement, d'avoir hâte à votre journée. Ça devient une instruction à votre subconscient qui a quelque chose à avoir hâte aujourd'hui. Numéro 3, un mot qui pourrait décrire le genre de personne que j'aimerais être aujourd'hui, et ce mot est, et j'ai choisi ce mot parce que. Hein? So, je répète, un mot qui pourrait décrire le genre de personne que j'aimerais être aujourd'hui, et ce mot est, et j'ai choisi ce mot parce que. Numéro 4, quelqu'un qui aurait besoin de moi aujourd'hui. Hein? Très important de amener votre attention à d'autres aussi. Hein? Souvent, c'est en donnant qu'on reçoit. Souvent, c'est en pensant de l'autre que je suis capable de déconnecter de mes peurs
illusoire ou irrationnel. Hein? De penser à d'autres, d'être au service. Numéro 5, une situation qui pourrait me stresser et la façon le meilleur moi pourrait gérer cette situation. Hein? Numéro 5, une situation qui pourrait me stresser aujourd'hui et la façon le meilleur moi pourrait gérer cette situation. Bonne question, hein? Numéro 6, quelqu'un que je pourrais apprécier aujourd'hui. Et quelqu'un que je pourrais apprécier aujourd'hui est. Numéro 7, une action d'excellence que je pourrais prendre aujourd'hui. C'est quoi une action d'excellence que ton meilleur moi, ton excellent toi pourrait prendre aujourd'hui? C'est quoi cette action-là? 9, je me mettrai en premier aujourd'hui par. Hein? Je me mettrai en premier aujourd'hui par. Puis c'est pas une façon d'égoïste, ça. Hein? C'est juste de prendre soin de soi-même. Lorsqu'on a su l'avion, hein, mesdames et messieurs, lorsque l'oxygène, la pression d'oxygène baisse dans la cabine et les masques d'oxygène déploient, s'il vous plaît, mettez votre masque en premier avant de le mettre, le masque de l'autre à côté de toi. Okay? De se prendre soin de soi-même, ce n'est pas égoïste. Et la dernière question, je le saurais que ma journée a été un succès si à la fin de la journée, je me sentirais. Je le saurais que ma journée a été un succès si, à la fin de la journée, je me sentirais. Ça donne une direction à votre subconscient, de travailler vers quelque chose. Cette discipline matinale va vous permettre de vraiment mener votre vie et votre journée différemment. Ceux qui le font ont des différents résultats que ceux qui ne le font pas. De donner attention, intention et d'investir en soi-même, à votre état d'esprit. Puis si vous le faites ça quotidiennement, ou le mieux, c'est pas une question d'être parfait, mais le mieux que vous pouvez, votre vie va être sur le point de changer. Hein? So, vous êtes tellement plus que vous pensez. Vous voyez ça sur les diapos aujourd'hui, sur la présentation. Cette question de possibilité, de vivre sur une question de possibilité, que vous êtes tellement plus que vous pensez. Ça veut dire que si vous êtes dans un état actuellement où je ne sais pas, vous ne sentirez pas bien, ou ça ne va pas bien, rappelez-vous que vous êtes tellement plus que ça. Et si ça va bien actuellement, puis ça flot, la vie coule bien, aussi, rappelez que vous êtes tellement plus que ça aussi. Right? On parle d'infini, hein? D'infini, d'avoir des ressources infinies, de toujours être en évolution, toujours de grandir en compréhension et en efficacité de notre vie. So, je vous remercie tous. Je remercie l'AOH Québec de m'avoir invité. C'est un honneur, un privilège. Pour me rejoindre, vous voyez de l'information sur le diapo actuellement. Je vous souhaite tout le succès, le bonheur, l'amour, un état d'esprit et la vie que je souhaite. Merci.